Bienvenue à tous à cette quinzaine des opportunités qui se déroule du 6 au 17 novembre. C'est la 4e édition du forum qui s'organise sous format webinaire cette fois-ci. 16 webinaires qui sera complété d'un catalogue reprenant 28 opportunités que proposent les 21 partenaires qui nous accompagnent sur ce forum des opportunités. L'ambition de la Chambre d'agriculture est bien de mettre en relation les agriculteurs et les partenaires afin d'offrir à chacun des opportunités de marché et de création de valeur ajoutée. Donc vous vous êtes connectés au webinaire sur le bois énergie, la valorisation du bois, une énergie économe, fiable et rentable. Et je vais donner de ce pas la parole à Étienne de la Chambre d'agriculture de la Nièvre qui va nous faire cette intervention. Oui, bonjour à tous. Donc, Étienne Bourgy, chargé de mission énergie et agroforesterie à la Chambre d'agriculture de la Nièvre. Voilà, donc ça fait à peu près une quinzaine, un peu plus de 15 ans que nous travaillons avec les agriculteurs, les éleveurs sur la valorisation du bocage. Donc, aujourd'hui, on va parler de la partie bois énergie. Peut-être que Vincent Pommery, tu peux également te présenter puisque tu interviendras ici, enfin aussi tout à l'heure. Vincent? Oui, d'accord. Oui, bonjour à tous. Donc Vincent Pommery, je suis éleveur dans la Nièvre, sur la commune de Parigny-les-Vosges, à côté de Nevers. Voilà, j'exploite une EARL où j'élève des bovins, 240 naissances sur une structure 100% herbe, 430 hectares d'herbage, avec une soixantaine de kilomètres de haies et de bords de forêt. Voilà. Et puis en parallèle, j'ai une EURL qui, elle, gère un volet énergie, on va dire, en rapport avec l'exploitation et mon environnement. Donc ça a commencé par la création d'un bâtiment photovoltaïque, donc c'est pour ça que le URL a été créé. Et ensuite, on est parti sur de la fabrication et valorisation de plaquettes bois énergie, à vocation énergie pour des chaudières ou paillage horticole ou pour les bovins. Voilà. Très bien. Très bien. Merci Vincent. Je vais partager un écran. On va d'abord aborder toute la question un petit peu de la filière bois énergie en Bourgogne-Franche-Comté et dans la Nièvre. Et ensuite, on pourra répondre également à vos questions en fin de diaporama ou après le témoignage de Vincent. Donc, en fait, aujourd'hui, les valorisations du bocage, elles se résument à 3 valorisations. Vincent l'a bien dit tout à l'heure. La première, c'est le bois énergie autoconsommé. La seconde, c'est le bois déchiqueté qu'on utilise en litière animale. Alors, on l'a mis en seconde, mais ça pourrait être la première des valorisations, la première des priorités à valoriser sur l'exploitation. Et la troisième, quand il reste des bonnes quantités sur l'exploitation, c'est de vendre aux collectivités, aux entreprises ou aux ruraux cette ressource. En Bourgogne-Franche-Comté, les filières s'organisent depuis une quinzaine d'années maintenant, certains un peu moins longtemps. Nous avons et détectons environ 350 chaudières bois plaquettes sur BFC, voilà, avec 2 grosses CUMA départementales et quelques entreprises forestières également qui font de la prestation de déchiquetage. Le but de ces travaux et également de notre webinaire aujourd'hui, c'est de replacer la haie comme un élément technico-économique de l'entreprise agricole, même si on l'avait délaissée depuis de nombreuses années dans l'entreprise. Et bien cette haie, cette ressource bois devient un allié intéressant pour toute entreprise agricole. Si on zoome un peu plus sur la filière nivernaise, on a commencé à travailler avec les agriculteurs en 2007 avec une CUMA départementale qu'on appelle la CUMA Terre-Eau qui réalise à peu près 43-45 000 maps annuelles, dont 13 500 m3, un map m3 apparent de plaquettes en chauffage. Voilà, donc toutes les chaudières, les 130 chaudières agricoles et rurales de moins de 100 kg installées par des agriculteurs et quelques ruraux, eh bien, ça équivaut à remplacer plus d'1 million de litres de fioul. On a une quinzaine de chauffagistes nivernais compétents qui répondent aux demandes.
Et c'est vrai que la plupart des, si on additionne en fait les 130 chaudières, la puissance des 130 chaudières agricoles et rurales, on arriverait à 7,5 MW cumulés. Dans les autres valorisations de la plaquette, nous avons la filière paillage, 17 500 m3 par an. C'est ce qui, effectivement, a le plus progressé en 10 ans. Voilà. Et puis, quand même, de la vente aux collectivités ou aux entreprises pour environ 5000 MAP. Quand est-ce qu'on peut utiliser une chaudière bois plaquette? Il y a plusieurs possibilités et elles deviennent rentables pour chauffer les maisons des exploitants ou des maisons rurales qui consomment plus de 2500 3000 litres de fioul. Pour des exploitations laitières également qui ont besoin de chauffer de l'eau pour la salle de traite ou fromagère également. Et souvent, on les couple avec l'habitation de l'éleveur quand les distances ne sont pas très importantes. Les exploitations de volailles, de porcs, eh bien, également, on utilise soit des chaudières hydrauliques ou des générateurs d'air chaud. On en reparlera si vous le souhaitez. Pour des séchoirs à maïs, tournesol, oignons, bûches, etc. Les serres maraîchères, les ateliers industriels ou les collectivités. La filière en fait de récolte des bois de haie est mécanisée aujourd'hui puisqu'on utilise la plupart du temps des grappins coupeurs, puisque beaucoup moins d'éleveurs savent manipuler des tronçonneuses. Donc pour travailler en sécurité, les grappins coupeurs, on va dire, sont plus intéressants en termes de débit de chantier et de sécurité de l'utilisateur. Voilà, on est sur des débits de 60 à 100 m3 à l'heure. Une fois le chantier d'abattage de coupe réalisé, il y a une prestation de déchiquetage par la CUMA ou des entreprises, mais la plupart du temps, c'est la CUMA dans la Nièvre. Aujourd'hui, avec un Biber Eschelbuck 83, autrichien avec un 380 chevaux, ce qui permet d'atteindre des débits moyens dans le bocage avec du bois bocagé de 70 à 100 m3 à l'heure. Le transport est mécanisé également, on ne se complique pas la vie, on prend les bennes de l'exploitation et en fonction de la distance entre le chantier de broyage et le lieu de stockage séchage, eh bien, on prévoit 1, 2 ou 3 bennes en rotation pour ne pas faire attendre le broyeur. Le stockage est réalisé soit dans des vieux bâtiments, des vieilles granges de l'exploitation, comme on le voit sur la photo en haut à gauche, ou également dans le couloir de la stabule, dans le couloir d'alimentation de la stabule, ou sur des bâtiments, sous des bâtiments photovoltaïques, sur des travées dédiées, spécifiquement au séchage de plaquettes. Une fois que cette plaquette verte est broyée et stockée, eh bien, elle sèche en 4 mois, elle fermente, elle chauffe, et en 4 mois après, elle est passée de 45-50% d'humidité à 20-25% sans rien faire, sans rien remuer. Voilà. Ensuite, 4 mois plus tard, on peut reprendre la plaquette et la mettre dans les silos de la chaudière que l'on a fabriquée. Alors, c'est vrai que l'agriculteur, souvent, peut fabriquer son propre silo avec du bois de sciage, avec des doses, avec de l'OSB, pour pas trop cher. Et ensuite, on installe la chaudière à côté. Cette filière bois plaquette, en fait, elle répond à des normes bien spécifiques de calibrage, de taux d'humidité, et donc souvent, à 95-98%, nous fabriquons de la plaquette en P45 ou P45A, c'est-à-dire que c'est de la plaquette de 45 mm en moyenne, mais ça va de 3 mm à 63 mm pour les plus gros morceaux. Et c'est ce qui passe, c'est ce qui est demandé dans les chaudières de moins de, on va dire, 300-500 kg. Voilà, donc c'est parfait pour les chaudières agricoles de 30 à 50, 70 kW. Nous avons en fait un prix de revient compétitif en agricole et sur cette plaquette, quelle que soit l'utilisation. Quand on prend le coût de revient agricole, on arrive à peu près 12 € hors taxe du MAP, en ayant pris en compte l'abattage,
le déchiquetage, le transport, le séchage, la reprise, le stockage, et ce qui fait à peu près pour l'agriculteur un coût de 48 € tonne. C'est comme si en fait il se fabriquait sur l'exploitation un carburant, un fuel équivalent à 16 centimes du litre. 16-20 centimes du litre maximum. Ce qui fait à peu près 1 centime 30 du kilowattheure. On en reparlera tout à l'heure. Quand l'agriculteur peut vendre cette plaquette à 24-28 € du mètre cube, à ce moment-là, on arrive à un équivalent de 96-112 € tonne, ce qui fait que les gens achètent, ça c'est sans transport, hein, mais les collectivités ou les ruraux peuvent acheter de la plaquette un équivalent fuel à 30-35 centimes, ce qui fait en fait 2,80 € à 3,30 € du kilowattheure. Et si on vend la plaquette un peu plus chère à 32 € du MAP, souvent ça peut être des fois du soufflage, même si des fois on a des tarifs beaucoup plus élevés, eh bien on est sur du 128-130 € tonne à 41 centimes équivalent litre de fuel ou 3,80 € du kilowattheure. S'équiper en chaudière plaquette, c'est rentable. Pourquoi? Parce que on a un combustible pas cher, comme on vient de le voir. Si on prend l'investissement d'une chaudière plaquette avec la main-d'œuvre d'installation, les conduits de cheminée, les fournitures plomberie diverses et variées, on arriverait aux alentours de 30 000 €. Selon les situations des uns et des autres, on peut récupérer jusqu'à 4-5 000 € d'aide, voire davantage selon les dispositifs. Et si on compare cet investissement plaquette par rapport à un renouvellement d'une chaudière fuel, même si aujourd'hui on ne peut plus installer de chaudière fuel, mais si on veut comparer par rapport à un équivalent fuel que l'on remplace, eh bien, le temps de retour, en fait, il n'est que de 4 ans, c'est-à-dire que le surcoût de 15, 18, 20 000 €, eh bien, avec le différentiel du coût du combustible entre le fuel et la plaquette, eh bien, on paye cette différence, ce surcoût, en 4-5 ans. Voilà. 5 000 € de surcoût d'investissement, c'est 1 an de temps de retour en plus. Donc, effectivement, des fois, on peut arriver, selon où l'on place la chaudière chez l'agriculteur, on peut être à 30, 35, 40 000 €. Ce n'est pas, bien sûr, c'est plus cher, mais c'est 1 ou 2 ans de temps de retour sur investissement en plus. Mais ce n'est pas grand-chose au regard de la durée de vie de l'équipement que l'on oublie trop souvent. C'est un équipement qui est fiable, durable, qui a des rendements de 93-95%, qui ne passe plus les points de rosée. Donc, minimum durée de vie de 20 ans au minimum, quoi. Voilà. Chez nous, dans la Nièvre, les premières chaudières qui ont été importées d'Autriche l'ont été à Millet. Et donc, elles ont été installées en 92-95 et elles sont toujours en activité aujourd'hui. Souvent, on nous dit que quand on fait intervenir des grosses machines, des gros broyeurs, des pelles, des pelleteuses avec de grappins coupeurs, on pense qu'on consomme beaucoup de fuel dans cette filière. N'empêche que si on fait le bilan énergétique et qu'on calcule l'efficience énergétique de cette filière, on s'aperçoit que c'est une des plus efficaces, des plus efficientes, parce que cette efficacité énergétique, on la mesure entre l'énergie brute obtenue par le combustible plaquette par rapport à l'énergie fossile qu'on a consommée pour produire cette plaquette. Et donc, en général, l'énergie nécessaire à la coupe, c'est 1%. L'énergie nécessaire à la transformation au broyage, c'est 1%. Et on aura 98% d'énergie nette produite. On peut le dire autrement, c'est-à-dire que souvent, nous, on dit que pour broyer et avoir 1 mètre cube de copeaux secs, eh bien, on aura consommé au grand maximum 2 litres de fuel sur toute la chaîne de mécanisation et de récolte du bois. Pour vous donner un exemple, le broyeur, lui, de la Cumatero, il consomme 0,5 litres de fuel pour broyer 1 mètre cube de copeaux. Donc si on ajoute le coût, on va dire la consommation de gasoil du transport
du rechargement, etc., et de la coupe, eh bien, on arriverait à peine 2 litres, en fait. Donc, on va résumer à 2 litres de fuel par mètre cube, ce qui fait en fait une énergie la plus efficace par rapport à, si on regarde le petit tableau des efficacités énergétiques de nos combustibles habituels, que ce soit le fuel. Mais aujourd'hui, le fuel est à 0,9, c'est-à-dire qu'on consomme plus de fuel que ce que le fuel va nous apporter comme énergie dans notre réservoir. L'éthanol, on est à 2. Le MHV, l'ester méthylique d'huile végétale ou biodiesel, on est à 3. L'huile végétale de colza, on est à 4,5. Le maïs méthanisation à 5. Le céréale triticale, on est à 12. Le granulé de bois à 20, le miscanthus à 27, le taillis à très courte rotation de saule 33 et la plaquette 44. Et effectivement, quand vous avez 1 mètre cube de copeaux qui, on va dire, dans 1 mètre cube sec de plaquettes, on a 90 litres de fuel. 90 litres de fuel qu'on divise par les 2 litres de fuel qu'on a consommé pour fabriquer ce mètre cube, on est à 45, 44. Voilà. On peut le comparer, ce coût de plaquettes, que l'on disait tout à l'heure, par rapport aux autres coûts des énergies qui a évolué, puisque là, vous avez un tableau avec des valeurs de 2021, donc ça a encore évolué aujourd'hui, mais vous voyez que ramené au kilowattheure, on parlait d'1,30 centime pour les agriculteurs, eh bien, ensuite, on a le bois bûche à 3,85 si on l'achetait aujourd'hui, mais il a encore augmenté au moins de 15-20%, ou du granulé en vrac, ou en sac. Hein, on était à 6,17, 6,30. C'est à peu près, aujourd'hui, on doit être à 6,80 et quelques. Hein, ça a beaucoup redescendu par rapport à 2022. Voilà. Donc, on est sur un coût énergétique des plus bas par rapport aux autres sources d'énergie que l'on a à disposition. Vincent, est-ce que tu valides ces éléments? Toi qui as fait partie effectivement des agriculteurs qui ont œuvré également et qui ont installé une chaudière plaquette. Oui, oui, la genèse est bonne, Étienne. Juste préciser que finalement, cette filière qu'on a développée dans la Cumatero, elle n'est pas tombée par hasard. C'est Étienne, notre animateur, qui nous l'a un peu insufflé. Voilà, à l'époque, il était emploi à venir à la Cumatero et on cherchait une source de rémunération pour le conserver avec nous. Et donc, il nous a dit on va développer la filière bois énergie. Donc, à partir de là, on a démarré à très peu, 5-6 éleveurs, je crois, au départ. Pour aujourd'hui, où on a dû faire 1000 mètres cubes la première année, et aujourd'hui, cette année, le bilan va nous emmener vers les 40 000 mètres cubes encore. Donc, voilà, merci Étienne pour cette idée. Voilà. Sinon, effectivement, au départ, on a beaucoup, on a commencé par faire des plaquettes avec quelques chaudières, et puis quelques volontaires qui ont fait des plaquettes aussi pour essayer en paillage sous les bovins. Voilà, les premières utilisations ont été un petit peu expérimentales, où on a de la coupe, où on a pris nous-mêmes nos tronçonneuses pour abattre les arbres qui bien souvent n'étaient pas entretenus depuis des années sur nos exploitations, face au manque de main-d'œuvre qu'on pouvait avoir, ou à la surcharge de travail. Donc, on a pris ça. Voilà, donc on s'est vite rendu compte de la dangerosité du métier du bois, du coût aussi que ça avait, puisque c'est pas anodin de passer du temps à couper du bois. Et rapidement, l'évolution, comme l'a souligné Étienne, on a été vers un abattage mécanisé, voilà, qui avait l'avantage, entre autres, d'organiser au mieux le bois lorsqu'il y a une concertation entre l'abatteur et le déchiqueteur, pour que ce soit le plus favorable à la déchiqueteuse. Voilà. Ensuite, on a eu des stockages, on va dire, un petit peu improvisés aussi. On a utilisé les stabulations libres qui l'été sont vides. Donc, on a coupé nos arbres au printemps, broyé, fait sécher pendant 4-5 mois, voilà, pour amener pour que l'été soit conforme. Et puis après, ils sont rentrés soit dans les chaudières, soit dans le paillage. Donc, il s'avérait que rapidement, la production a dépassé
ces deux types de valorisation. Il existait aussi également une filière, on va dire, bois collectivité, hein, qui existait, qui avait été initiée en partenariat avec le syndicat d'énergie dans la Nièvre, et où peut-être ils avaient eu quelques mauvaises expériences d'approvisionnement, et où nous, on a pu répondre sur une qualité de plaquette, entre guillemets, qui les a confortés à se rapprocher de nous. Voilà, donc ça, c'est un petit peu l'idée. Rapidement aussi, on s'est posé la question du potentiel de production de nos exploitations. Donc là, on a fait ce qu'on a appelé à l'époque les plans bocagers, c'est-à-dire qu'après un rapide inventaire des haies, des bordures de chemin, de comment on les exploitait, si c'était des haies basses, des haies hautes, on arrivait à une production disponible sur l'exploitation annuellement. Voilà, donc ça nous a permis de quantifier aussi la ressource qu'on avait en propre. Voilà un petit peu. Hein, Étienne, c'est comme ça que ça s'est passé dans Oui, tout le à truc. fait. Et en même temps, ce plan nous a permis aussi de voir quelle évolution on pouvait donner. Si on avait plus de besoins à nos haies, on a réalisé des expériences pour quantifier justement la productivité des haies. Donc ça, on a été accompagné sur toutes ces expériences-là. Je crois que c'est l'ADEME qui nous accompagnait un petit peu, de mémoire. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Effectivement, les chaudières, finalement, la structuration agricole de cette filière était l'idée, c'était d'inciter les agriculteurs à installer des chaudières dans le contexte de leur exploitation et de la maison. Hein, donc, tu as parlé des valorisations tout à l'heure pour le chauffage. On va même sur des fois des mini réseaux de chaleur entre plusieurs maisons d'une exploitation, quoi. Voilà, sachant D'ailleurs, qu'aujourd'hui, la technique permet de transporter. D'ailleurs, Oui. Vincent, c'est le cas, je te coupe, excuse-moi, c'est le cas chez toi, ce mini réseau de chaleur. Oui, on a une seule chaudière et on chauffe de ménage, là, on chauffe 600 mètres carrés. Voilà, donc ça, c'est. Avec combien de mètres cubes de copeaux? Voilà. Avec Alors, c'est l'avantage, c'est qu'on ne regarde pas trop, finalement. Enfin, voilà. Depuis qu'on se chauffe au copeaux, on est moins regardant sur la température intérieure, donc l'indicateur est pas forcément, de consommation n'est pas forcément bon. Voilà. Puisqu'on est dans une cinématique agricole, voilà. On peut dire que c'est quand tu dis on est moins regardant, c'est que en fait, comme ça coûte pas trop cher, tu peux mettre 21, 22 degrés dans les maisons sans aucun souci. Oui, voilà. Voilà. De mémoire, tu étais on est quand même sur de la rationalisation. Les maisons sont isolées, il y a des thermostats, voilà. Mais ok, mais à l'année, en moyenne, c'est bien moins de préoccupation que d'acheter 10 000 litres de gasoil, quoi. Voilà. en moyenne, tu es à combien à peu près sur l'année pour les deux maisons? Non, je ne saurais pas. Tu m'avais dit 90, 120 On va pas mètres dire cubes. parce que nous, en plus, on fournit l'eau chaude, on fait l'eau chaude avec. Donc on a un échangeur qui permet de faire l'eau chaude pour les deux maisons. Voilà. Okay. Et avec, on est une dizaine de personnes, donc voilà, c'est pas très significatif. Je n'ai pas d'unité à donner. Voilà. Personnellement, moi j'habite dans un milieu très bocagé, donc rapidement il s'est trouvé des opportunités de ressources en bois autres que celles sur mon exploitation. Hein. Bon, en gros, j'ai droit à une centaine, dans la situation de départ, j'avais droit à autour de 120, 150 mètres cubes par an, sans détériorer, voilà, je ne détériorais pas la physionomie paysagère de mon exploitation. Voilà. Et finalement, l'autre source pour avoir plus de bois, c'est soit de planter des haies, mais là, on voit bien que il faut du temps avant de trouver des haies valorisables et de façon rationnelle. Donc, il s'est trouvé que dans l'environnement proche, et c'est un peu le cas de tout le monde sur le département, il y a beaucoup de propriétés qui sont à entretenir, de travaux d'élagage, de nettoyage, et finalement, on trouve de la ressource, entre guillemets, assez facilement, quoi. Voilà. Il reste juste à trouver la contrepartie, entre guillemets, financière. Soit c'est un service, soit après, ça se chiffre en mètres cubes sortis. Enfin, voilà, chacun trouve ses arbitrages. Voilà. Donc, finalement, avec cette ressource supplémentaire, on s'est un petit peu aussi posé la question
d'aller chercher de la valorisation de cette production disponible. Et là, on s'est rapproché justement du syndicat d'énergie qui, lui, met en marche des chaufferies collectives pour les mairies. Voilà. Et donc, on a répondu à des appels d'offres auxquels finalement on a une bonne réponse, mais on a dû aussi monter en gamme dans la qualité des produits, parce que vous avez vu au début, Étienne vous a donné des caractéristiques techniques. Voilà, donc dans le cahier des charges, il faut bien ça. Donc on est passé finalement par une amélioration, entre guillemets, du stockage et par une phase de criblage du produit. Voilà, donc ça c'est un petit plus différenciant, mais ça a considéré, pour avoir accès à du développement, il faut obligatoirement passer par cette phase, comme ça on élimine tout risque de non-conformité du produit. Ça peut aller de la taille des copeaux, des refus de broyage, des corps étrangers, ça existe aussi. Hein, voilà, dans la chaîne, on peut avoir du métal, on peut avoir des morceaux de fer, voilà, un petit peu où on en est un petit peu aujourd'hui. Alors après, cette façon de faire donne une autre vision sur la haie. Puisque la haie, finalement, d'un seul coup, elle prend une valeur. Alors, elle prend d'autant plus de valeur que, bien souvent, on annule une charge en face, qui est l'entretien de cette haie. C'est-à-dire qu'on la limite simplement aux faces extérieures et on laisse croître les haies sur nos exploitations. Alors, toutes les haies ne sont pas productives, hein, puisque depuis le temps où elles ont été broyées, bien souvent, elles sont constituées plutôt d'épines, de ronces, il n'y a pas forcément des arbres qui vont sortir dedans. Donc, voilà, après, on annule une charge d'entretien. Donc ça, Étienne, il nous avait chiffré, je crois, environ 400 € du kilomètre le coût d'un entretien de haie. Bon, si on le fait seulement qu'à moitié, déjà, voilà, vous mettez ça par le nombre de kilomètres que vous avez sur votre exploitation, ça libère de la trésorerie et de la main-d'œuvre. Voilà. Et puis l'autre alternative, c'est la plantation. Voilà, donc là, après, il y a plusieurs, on va dire, lieux où on peut privilégier justement l'implantation de ces haies. Moi, j'ai choisi de le faire au bord des ruisseaux. Voilà, donc là, à partir de ce moment-là, on va partir plus sur des espèces qui sont productives et qui sont plutôt pour des zones humides, on va dire. Voilà. L'objectif, il est double, hein, finalement, c'est de produire du bois, mais c'est aussi de protéger la ressource en eau, parce qu'en ce moment, c'est un des sujets préoccupants. Donc, c'est la qualité et la quantité de l'eau, en évitant que les animaux aillent dedans. Et puis, il y a un effet, on va dire, capital, puisque finalement, ces haies, avec le temps, elles vont prendre de la valeur et elles pourront être exploitées et ramener soit du chiffre d'affaires, soit une valorisation en cas de, on va dire, de transmission d'exploitation. Voilà, un petit peu l'objectif de ça. Voilà. Alors, on a pu profiter pour bon nombre d'entre nous des accompagnements des financements à différents niveaux. Et je crois qu'Étienne, vous avez accompagné plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres, je crois, sur le département. Oui, oui, oui. Voilà, donc là, on est en phase d'implantation. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Alors, il y a un côté que je n'ai pas du tout abordé, c'est le côté substitution pour le paillage des animaux, que ce soit essentiellement en bovin, hein, chez nous. Voilà. Donc ça s'est un petit peu imposé suite aux années de sécheresse et aux baisses de rendement à l'hectare des quantités de paille. Aussi au changement de pratique, on va dire, des céréaliers qui, bien souvent, préfèrent les conserver sur leur exploitation en les broyant. Voilà. Et puis aussi, on va dire, une compétition entre exploitants, puisqu'on a des gens qui viennent d'autres départements maintenant chez nous chercher de la paille, et puis qui ont mis un petit peu le feu, on va dire, au prix. Et donc, on substitue sur des catégories d'animaux légers avec des rations sèches, c'est là où c'est le plus pertinent. Et souvent sur les périodes où on n'est pas vraiment encore au travail dans les étables où la pailleuse n'est pas en route, donc on met une première couche qui va permettre de laisser les animaux 3 semaines, 1 mois dessus sans avoir besoin d'y toucher, quoi. Voilà. Donc ça, et effectivement, c'est un peu une source de revenus aussi, parce que si on ne peut pas vendre des copeaux, des fois on peut vendre de la paille, ou inversement. Voilà. Donc il y a une notion d'opportunité aussi là. Voilà.
C'est-à-dire que si on ne peut pas vendre ces copeaux, ben, on va vendre de la paille en échange et on va utiliser les copeaux en paillage. Donc finalement, il n'aurait jamais de copeaux sur les bras. Voilà, un petit peu. Voilà ce que je peux dire rapidement. Après, je pense qu'il y a des questions. Ou... Très bien, merci Étienne et Vincent. N'hésitez pas, pour ceux qui sont derrière leur écran, si vous souhaitez poser des questions, prenez la parole, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions dans le chat. Ou alors, vous avez été très complet et du coup, pas de questions. Ça peut être le cas. Ça a l'air d'être le cas en tout cas. Eh bien, en tout cas, je vais vous remercier et je vais juste repartager mon écran pour vous faire part de la suite de la programmation de cette quinzaine du Forum des opportunités. Je vous remercie à tous de votre participation et je vous dis à très bientôt sur les prochains webinaires. Merci, au revoir. Merci.